conférence sur le thème de l'empêchement dans l'œuvre de Ramu, donnée par M. Daniel Maggetti, professeur de littérature romande à l'Université de Lausanne et directeur du Centre de recherche des lettres romandes, collaborateur de l'édition des romans de Ramu dans la bibliothèque de la Pléiade et des œuvres complètes du même auteur aux éditions Slatkin. À l'occasion du BSR Apéro, le café littéraire de la Bibliothèque sonore romande, du samedi 30 novembre 2024, manifestation organisée en collaboration avec l'association L'Art d'Inclure à la salle d'Avel, Puy. Voilà, bonjour. Donc Gérald et moi avons reçu la mission de vous lire 4 textes qui parlent d'empêchement, qui est le sujet qui sera traité tout à l'heure. Donc voilà, on peut avoir une pensée émue pour Charles Ferdinand qui a écrit ces 4 textes il y a à côté. Et donc moi je vais commencer par le récit de La Petite Malade qui tombe assez bien parce que je suis pas très en forme. Je vais vous présenter notre lectrice qui va commencer, qui est Francine Créta, qui est une lectrice bénévole de la Bibliothèque sonore romande. Et puis ensuite, c'est Gérald Bloch aussi qui va vous faire la lecture, qui est aussi lecteur bénévole à la Bibliothèque sonore romande. Donc ils ont lu des dizaines de livres à eux deux que vous pouvez retrouver dans notre catalogue. Merci infiniment à nos lecteurs qui font que la Bibliothèque sonore existe. Merci. La Petite Malade. Elle n'a pas encore 16 ans, mais on lui en donnerait bien 17 ou 18, tellement elle a l'air raisonnable. On ne la voit jamais courir comme font volontiers encore les filles de son âge. Elle n'a point d'amoureux. On parle d'elle en baissant la voix. Il y a un mot qui explique tout, elle est malade. Un jour, la voiture du médecin s'est arrêtée devant la maison de ses parents. Ils sont riches et peuvent facilement payer les 3 francs de la visite. Depuis lors, bien souvent, la voiture a reparu. Et chaque fois, tout autour de la place, les femmes se montrent sur le pas des portes, se faisant des signes de tête, s'appelant tout bas l'une l'autre. Un mystère vient, un malaise. On dirait que le silence s'est accru, et pendant ce temps, le petit cheval brun secoue avec bruit sa gourmette. Au bout d'un moment, 10 minutes, un quart d'heure tout au plus, le médecin ressort. Et il est suivi de Madame Jean qui tient ses mains croisées contre son gros ventre et elle s'incline cérémonieusement, mais il a déjà pris place sur le siège et dans un nuage de poussière où les rayons des roues fraîchement vernis jettent des éclairs, la voiture tourne le coin de la rue. Il fait bon alors, vers midi, se retrouver à la fontaine. Bien entendu, on ne sait rien, mais le résultat est le même que si on était au courant de tout. Il faut voir les langues aller, et ces mains qu'on lève, ces mentons qu'on hoche, ces épaules qui se haussent, ces coups qui se tendent en avant. C'est dans la poitrine. Êtes-vous bien sûr? Parfaitement, dans la poitrine. Ils disent même le poumon droit. Comme qui dirait à moitié rongé. Mon Dieu, cette pauvre petite, elle a dû prendre froid, bien sûr. J'avais pourtant dit l'autre hiver à sa mère de lui tricoter un second jupon. C'est toujours comme ça, c'est regardant les riches. Elles parlent toutes à la fois, on n'entend plus le bruit de l'eau. Il n'y a que Madame Jean qui ne dise rien, quoique bavarde de nature, mais sur ce sujet-là, elle a la bouche murée. Et le père Jean ne dit rien non plus. Il va à ses champs et il en revient. C'est un grand travailleur, il est dur à l'ouvrage. On le voit à la tête de ses ouvriers épancher son foin et faucher son blé. Tout continue à être comme avant dans sa vie, mais chaque jour il a l'air plus triste et chaque jour il se voûte un peu plus. Ce n'est pas qu'il soit très vieux, seulement, dit-on, n'est-ce pas, quand on n'a qu'une fille, et une fille unique par-dessus le marché. Si encore il avait des fils. Et la phrase s'arrête là. Et la supposition qu'il y a dans la phrase n'est pas autrement indiquée, mais tout à coup les gens se taisent et quelque chose passe dans l'air. Alors on reste un moment sans parler. C'est le soir, il y a une fine poussière rose autour des arbres et du clocher, les jardins sont fleuris, on bat les faux sur l'enclume. L'été ou la fin de l'été, quand les jours sont longs encore, mais commencent à décroître, et tout à coup,
comme quand le tison retire son feu sous la cendre, une poudre grise descend de partout, et dedans les murs s'éteignent, les arbres eux aussi s'éteignent, et le clocher en dernier lieu. Ça sent déjà un peu l'automne, les premiers colchiques percent dans les prés qui ont perdu leur éclat. Il y a davantage d'eau dans les rigoles. De temps en temps, là-bas, du côté des bois, on entend un coup de fusil. On lui a recommandé de sortir toutes les fois qu'il fait beau et de ne pas aller trop loin, mais de faire bien régulièrement sa petite promenade. D'abord, celle-là lui a semblé drôle, c'est qu'elle n'en avait pas l'habitude. À la campagne, on ne se promène pas pour se promener. Il y a bien d'autres façons de prendre, comme on dit, de l'exercice. Quand rien ne vous appelle dehors, on reste chez soi. Et d'aller ainsi, les mains vides et sans but, par les chemins, l'a d'abord beaucoup gênée. Puis, elle en a pris son parti. À présent, c'est volontiers qu'elle s'égare dans les environs du village, suivant tantôt un sentier, tantôt l'autre, se reposant par moments au revers d'un talus ou à l'ombre d'un arbre. Autour d'elle, on travaille. Les gens lèvent la tête et la regardent passer. Mais eux aussi se sont accoutumés à la voir. Ils pensent seulement « Tiens, c'est Marie !» Puis ils se baissent de nouveau et reprennent leur besogne, sans même l'envier, elle qui ne fait rien. Ils ont maintenant comme du respect pour elle. C'est qu'elle a changé. Elle s'est affinée. Sa figure s'allonge toujours plus. Elle s'avance à tout petits pas. Et comme elle ne cesse de grandir dans sa jolie robe de toile bleue et sous son chapeau de paille aux larges ailes, de loin, on dirait tout à fait une dame. Tout est en elle plus délicat que chez les autres filles du village. L'ovale de sa figure, la nature de ses cheveux, et c'est un rose transparent qu'il y a sur ses pommettes au lieu du rouge brutal de celles qui sont en bonne santé. C'est pourquoi on lui parle avec prévenance, et elle ne peut pas s'empêcher d'en être flattée. Il ne faut pas croire qu'elle soit malheureuse, elle ne souffre pas, elle se sent seulement un peu fatiguée, et puis de temps en temps elle tousse, mais c'est tout. Et maintenant, à la maison, on la gâte. On ne lui donne à manger que ce qui lui fait plaisir, plus de grosses soupes et de choux au lard et toutes ces choses qu'elle n'aimait pas, mais des blancs mangés, du miel et des crèmes, des repas comme des desserts. Et de temps en temps même, on tord le cou à une poule pour lui faire du bouillon. Le père Jean a été à la ville acheter tout exprès pour elle un petit tonneau du meilleur vin rouge. Quelque chose de fortifiant, a-t-il dit, et il est revenu avec le petit tonneau, encordé dans la paille sur le derrière de son char à banc, en sorte qu'à chaque dîner, elle a son verre de vin rouge. Puis elle se lève quand il lui plaît, il y a qu'elle ne va plus à l'école, c'était sa dernière année d'école, et elle commençait à trouver le temps long. Plus de catéchisme non plus. Plus rien de ce qui fait l'ennui et le tourment des petites et même des grandes filles. Et tout cela ensemble, c'est presque du bonheur. En échange de quoi on consent bien à tousser et à être un peu maigre. Elle est restée au fond très enfant, malgré cet air de grande personne qui lui est venu. Très enfant et en même temps occupée de choses qui l'étonnent et qui sont des choses d'un tout autre âge. Ainsi, les jours où elle pense à la mort. Personne ne lui a dit qu'elle allait mourir. Au contraire, chaque fois qu'il vient, le médecin lui assure que si elle se soigne bien, elle sera bientôt guérie. Pourtant, elle pense souvent à la mort. Aujourd'hui, par exemple, qu'elle est montée à la Boussette, qui est une petite colline qui domine le village, et là s'est assise sous un noyer, elle aperçoit droit au-dessous d'elle le cimetière, et elle s'est dit qu'elle y sera bientôt. Comment se fait-il que même cette pensée ait pour elle de la douceur ? Est-ce à cause du soleil qui est encore brillant et chaud ? Est-ce à cause que le cimetière est un joli cimetière de village, avec des croix blanches, des ifs et des saules pleureurs ? Mais elle regarde sous elle le carré qu'il fait entre ses murs bas, et ses yeux, le long de l'allée, cherchent la place où on la mettra. C'est comme si elle en avait l'ennui. Elle songe qu'elle serait bien sous cette belle herbe touffue, où toute espèce de fleurs de jardin et des quantités de myosotis, chaque printemps, se ressèment tout seuls, et lui semble qu'il doit être très bon de dormir toujours. Quand on est fatigué comme elle se sent,
Rien ne doit valoir ce repos sans fin. Elle devine comment ce sera. Il y aura une faiblesse qui passera dans tout son corps. Ses pieds, ses mains deviendront froids. Sa tête se mettra à pencher. Elle ouvrira un peu la bouche. Il lui semblera qu'on tire un rideau devant le soleil. Elle sent tout cela avec tant de force qu'elle ferme les yeux. Elle voudrait ne jamais les rouvrir. Voilà. Accident. Elle écoute. Tout était silencieux dans la maison. D'ordinaire, il était toujours levé avant 5 heures. On entendait alors, à travers la mince cloison de mélèze, le lit craquer, et Anselme qui se levait, posant l'un après l'autre ses pieds nus sur le plancher, puis qu'il enfilait ses souliers pour aller traire, lourds, massifs, garnis de clous. On les entendait ensuite traîner sur les grosses pierres plates, servant de pavé sous la fenêtre. Aujourd'hui, rien. On était en novembre. Il faisait encore tout à fait nuit. Thérèse frotte une allumette et regarde l'heure à sa montre posée sur la table de nuit à portée de sa main. 5h30. Qu'est-ce qu'il fait? Elle se lève. Ils habitaient 2 chambres voisines, mais qui ne communiquaient pas. Il fallait passer par le corridor. C'est en bois, nos maisons. C'est comme des boîtes à musique. Il doit pourtant m'entendre, se disait-elle. Cependant, arrivée devant la porte de la chambre de son mari, elle a vu que tout était obscur encore à l'intérieur, sans quoi la lumière aurait fait des lignes verticales entre les planches mal assemblées. Elle est entrée tout droit. Il n'a pas bougé. Il dort. Elle appelle. « Hé, Anselme !» On ne répond pas. Elle a tourné le commutateur parce que jusque dans les plus pauvres villages de la montagne, ils ont à présent la lumière électrique, à cause de l'eau abondante et des barrages qu'on a construits. Anselme! Elle le voit. Elle s'approche du lit. Il ne s'est pas réveillé. Elle le secoue. Il a ouvert les yeux, mais il est tout drôle, car il n'a pas ouvert les yeux également et en même temps, mais le droit plus que le gauche, qui reste à moitié fermé. Anselme! Elle l'appelle. Il s'est rendormi. Mais est-ce qu'il s'est vraiment rendormi? Il a soulevé un peu la tête, puis il la laisse retomber de côté et ses yeux se referment. « Anselme, qu'est-ce que tu as? Anselme, c'est moi, Thérèse, ta femme. » Et elle lui a dit « Est-ce que tu ne me reconnais pas ?» Parce qu'un pressentiment lui est venu. « Anselme, réponds !» Il grogne quelque chose. On ne comprend pas ce qu'il dit. Les mots qu'il profère restent pris les uns dans les autres. Il essaie vainement de les séparer avec ses lèvres trop grosses et enflées qui sont déviées sur la gauche. « Anselme, c'est l'heure de traire !» Il essaie encore de se soulever. Il fait un mouvement avec la tête, voulant dire « Je ne peux pas ». Puis il retombe à son sommeil, mais qui est quelque chose de plus que du sommeil. Elle lui parle comme à travers une épaisseur d'eau sous laquelle il est étendu et que le regard traverse, mais qui arrête ce que la voix énonce, si bien qu'il ne sert à rien de parler comme elle voit. Elle est seule dans cette chambre, comme elle voit. Elle perd la tête. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a couru dehors. Heureusement que la maison de sa sœur n'est pas loin. Il y a une maison de bois dans le bas de la pente qui est la sienne, et un peu plus haut, dans le milieu de la pente, il y a une autre maison de bois qui est éclairée, tandis que Thérèse s'active sur le chemin, se tenant pour ne pas le manquer à la barrière. Elle appelle. Arrivée un peu en dessous de la maison de sa sœur, elle appelle de loin dans la nuit. « Catherine !» Et appelle de nouveau plus fort. « Catherine !» Sa sœur est alors apparue, faisant une forme noire qui se découpe dans le rectangle rouge de la porte qu'on a ouverte. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« C'est un malheur. Il te faut venir. »« Où ça ? Chez nous. Mais pourquoi faire ? C'est Anselme qui a pris du mal. » Les 2 femmes redescendent ensemble. Anselme dort toujours. Anselme est toujours sur son lit. Mais elles sont 2 maintenant pour le réveiller. Elles parlent entre elles, elles font du bruit, elles l'ont secoué, elles l'interrogent.
Il a ouvert de nouveau très bizarrement les yeux. Il a un regard égaré, qui cherche à se poser sur vous, mais n'y réussit pas et trébuche. Cependant qu'elles sont deux maintenant, à lui demander ce qu'il a. Il a dit difficilement « Je sais pas. La main. » Catherine demande à sa sœur « Tu comprends ce qu'il dit ?» C'est à la main qu'il dit qu'il a mal. Il ne sait pourtant rien fait à la main. Mais comme la main n'est pas une partie du corps aussi importante que le cœur ou l'estomac ou le ventre, et qu'une maladie qui s'y met ne doit pas être bien grave, elle se rassure pour l'instant. Et Thérèse, l'ennui c'est seulement qu'il ne pourra pas traire. Est-ce que tu pourrais m'envoyer Firmin ? Firmin est le fils aîné de Catherine, un grand garçon de 22 ans qui s'est mis tout de suite à soigner le bétail, 3 vaches et 2 chèvres. Ainsi a commencé le premier jour de cette drôle de maladie. Catherine avait dit à sa sœur « Le médecin doit venir pour le petit de Josette Coudurier qui a le croup. Veux-tu que je te l'envoie ?»« Bien sûr, quoique je ne crois pas que ce soit rien de bien méchant, mais enfin, on saura à quoi s'en tenir. » Elle n'aurait pas fait venir le médecin pour si peu. Les médecins coûtent bien trop cher. Les médecins habitent loin, dans des villes. Ils ont 2 ou 3 heures de route à faire et ils ne peuvent même pas toujours se servir de leur auto ou de leur motocyclette sur ces mauvais chemins de montagne pleins de pierres roulantes et raides. C'est chaque fois pour eux une demi-journée de perdu, de sorte qu'on s'arrange à ne les faire venir que quand il y a dans le village plusieurs malades. On se partage les frais, chacun paie sa part. Et il se passe maintes fois qu'avec cette façon de faire, le médecin arrive trop tard. Par bonheur, Anselme n'allait pas trop mal quand le médecin est arrivé. Anselme s'est soulevé dans son lit, il a grogné quelque chose. Il disait difficilement « C'est la main qui ne va pas. » Essayez de lever le bras. On a vu Anselme faire un mouvement en demi-cercle, dressant avec effort le bras au-dessus de sa tête, tandis qu'il lui semblait avoir au bout du bras quelque chose d'énorme et de mou, un poids pareil à celui d'une grosse boule de pâte, et qu'en même temps il considérait sa main avec surprise et la voyait toute petite, quoique enflée. Essayez de faire se rejoindre les doigts et le pouce. Anselme n'a pas pu. Essayez de siffler. Anselme a fait une drôle de grimace, s'efforçant vainement de rassembler dans leur milieu ses lèvres gonflées et tordues. Le médecin a écrit quelque chose sur une feuille de son calepin. Thérèse l'avait rejoint dans la cuisine. « Qu'est-ce que c'est ? C'est rien de grave. » « Un coup de sang. »« Où ça ? » ?»« Dans la tête. »« Mais c'est sa main qui ne va pas. » « Ça vient quand même du cerveau. C'est le cerveau qui commande à la main. » Puis le médecin a dit « Est-ce qu'il fume ? Il faut lui cacher sa pipe. Est-ce qu'il boit ? Cachez-lui son vin. » Il disait « Et puis, il faut qu'il reste bien tranquille, pas de bruit, évitez les contrariétés. » Ce sera long. Le médecin haussa les épaules. On ne sait jamais avec ces cas-là. Il va probablement se remettre tout seul, mais ça risque d'être long. En attendant, tenez-le au chaud. Anselme, pendant ce temps, remuait une langue épaisse qui lui remplissait la bouche d'une espèce de bouillie et qui l'empêchait de parler. Et la conclusion de ce texte ? Anselme était en train de tailler un pêcher. On l'a appelé depuis le chemin. Cette fois, c'était une femme. « Eh bien, disait-on, il y a longtemps, Anselme, mais vous voilà de nouveau tout jeunet. »« Bien sûr, dit-il. Mais qui est-ce » Pendant qu'il s'était tourné vers le chemin, mais on ne distinguait pas bien qui était là. « Est-ce toi, Joséphine ? Il me semble que je reconnais ta voix. C'est moi. » Et lui, tout joyeux. « Joséphine, alors, montre-toi !» « Moi, disait-il, je n'ose pas, je suis comme un poireau qu'on a laissé blanchir trop longtemps à la cave. C'est qu'on m'a tenu enfermé. Thérèse, tu comprends ? Et il m'a bien fallu obéir, la charogne. Une brave femme quand même, elle m'a soigné tout l'hiver, et on s'est chicané, mais ça ne compte plus, parce que tu vois, c'est fini, j'ai ma pipe. » Il montrait qu'il avait sa pipe. Il l'a tirée de sa poche, en même temps que le paquet de tabac. Il disait « Je vais venir. Donne-moi le temps d'allumer. » Il a allumé sa pipe. Il a dit « Mais encore une fois, montre-toi, pour que je te voie comme il faut. » Alors elle a paru, entre deux des osiers reverdis aux fines branches retombantes,
que l'air faisait bouger comme des lanières de fouet. « Ah, Charette, bien sûr que c'est toi, bien sûr que je me souviens. C'était le vieux temps. Seulement peut-être qu'il va revenir. Je ne te dégoûte pas trop, c'est vrai? Alors tout va bien. » Elle avait un fichu rouge noué autour de la tête. Elle renversait la tête en riant. Alors on voyait le dessous de son menton se gonfler à petits coups, comme la gorge d'un pigeon. Toutes les tentations de la terre. Et c'est ainsi qu'Anselme s'est rapproché. Il a dit « Donne-moi la main ». Il recommençait « Tu es toujours belle. Qu'est-ce qu'ils disent tes galants, Joséphine ?» « Ce qu'ils disent ?» Elle riait. Elle renversait de nouveau la tête, des joues brunes, une bouche mouillée, des paupières dont on aurait dit qu'elle avait de la peine à les soulever, tellement le poids de ses cils était grand. « Heureusement que tu es venu. Tu me manquais. Je ne l'aurais pas eu sans toi, parce que c'est toi le vrai soleil. » Il y a eu alors un craquement, quand une pièce de bois casse. Il y a eu le bruit de quelque chose qui tombe. Il y a eu un cri de femme, bref et aigu, comme un coup de sifflet. Un homme est étendu tout de son long sur la barrière écrasée, les mains appuyées contre la poitrine, la tête au-dessus du ruisseau. C'est Anselme qui est mort. Alors le texte s'appelle Le Père Antille. J'ai pas l'origine du texte, je sais pas si... Oui. On parle tout à l'heure. D'accord. Alors on saura plus tard. Suspense. Le Père Antille, c'est une petite vie que la nôtre, une petite vie qu'on vit au jour le jour. À 7 heures du matin l'été, à 8 en hiver, les enfants vont à l'école. À 7 ou 8 heures, suivant la saison, la cloche sonne, ou plutôt il y en a deux, celle du village et celle du village voisin. On entend l'une ou l'autre, ça dépend du vent qui souffle. Si le vent vient de l'est, c'est Paudet qu'on entend. S'il vient de l'ouest, c'est nous. Ces petites cloches sont logées dans un clocheton au-dessus de la maison d'école, et quand l'heure est venue, le régent monte sous le toit, empoigne le bout de la corde. Tire dessus, et ça ne sonne pas, tire encore. Alors, il se fait là-haut un balancement qui entraîne la corde, et le régent est soulevé et le régent se hausse sur la pointe des pieds, après quoi le battant heurte pour la première fois le rebord du bronze, et le son s'en va à travers l'air léger et bleu ou brumeux et appesanti, prenant son vol à coups d'ailes rapprochés et nombreux, comme une troupe d'étourneaux, que le garde champêtre débusque d'un arbre avec sa pétoire. On entend sonner le timbre de la boulangerie, il est électrique. C'est un de nos villages du vignoble qui sont comme autant de petites villes, avec plusieurs rues très étroites et dans ces rues des boutiques, qui se louent mal et sont humides. Un tapissier, l'épicerie, un coiffeur, une marchande de cigares, qui vend aussi du papier à lettres, des journaux, des lampes de poche, toutes sortes de choses, une espèce de bazar. Dans une remise, une vieille femme, un mouchoir à fleurs noué autour de la tête, avec des sourcils comme des moustaches, est assise devant ses corbeilles sur un tabouret renversé. On la voit par la porte ouverte qui épluche des choux, trie des pommes de terre, coupe en tranches dans une terrine des betteraves rouges qu'elle a mises cuire la veille au soir. Elle prépare son marché. Il y a eu alors le père Antille et sa fille. Ils venaient de la station du tramway. Elle disait « Voilà, on arrive ». Elle lui disait « Comment ça va ?»« Ça va ». Elle le tenait par le bras gauche, lui dans l'autre main tenait une grosse canne à corbin dont il tâtait tout en avançant par à-coups le sol asphalté. « Tu ne risques rien, disait sa fille, c'est tout lisse par ici. » Mais lui, il hésitait à chaque pas, tenant la tête un peu renversée, ayant à la place des yeux un ovale noir d'un côté sous son chapeau de feutre, c'était le verre de ses lunettes, et de l'autre un bandeau qui lui prenait le front en travers.
Les femmes qui passaient disaient bonjour à Madame Emery. Quelques-unes s'arrêtaient. « C'est mon père, il sort de l'asile des aveugles, on l'a opéré. » Les femmes disaient « Ah, bonjour monsieur, ça va mieux ?» Il disait « Qui est-ce ?» « C'est des personnes de connaissance. Tu comprends, ça les intéresse. Elles ne savaient pas qui tu es. » Un petit homme d'environ 60 ans, ayant une veste de grosse toile brune qui semblait maçonner autour de sa personne, un pantalon de même étoffe avec une bosse au genou et qui s'arrêtait dans le haut de ses gros souliers à clous dont il laissait à découvert la tige. Un petit homme sec, avec une chemise en grosse toile de ménage, sous le col de laquelle était passée une cravate noire dont on voyait la corde et qui tournait au gris. Il venait du haut des montagnes, elle aussi. Seulement, elle, il y avait longtemps qu'elle avait quitté son village, s'étant mariée pour finir avec un ouvrier de la commune qui avait fait sa connaissance au Café des Chemins de Fer, où elle était engagée comme servante. Elle, une grosse femme à présent, avec un chapeau à la mode. Lui, un tout petit vieux, habillé avec la laine de ses moutons, chaussé avec le cuir de ses vaches qu'on donne au cordonnier qui vient travailler à façon chez vous. Et elle l'emmenait chez elle où il devait passer 1 mois ou 2, ayant à suivre un traitement à l'asile. C'est la première fois qu'il venait chez sa fille. C'est même la première fois qu'il s'en allait si loin de chez lui. Car il faut descendre jusqu'au Rhône, il faut ensuite longer le Rhône jusqu'au lac. Et ici, c'est au bord de ce lac et presque dans le milieu de ce lac. Si bien qu'Anty se sentait tout perdu. Et il s'arrêtait par moments. Il s'était engagé dans le raidillon où la pente devenait raide. Et là, il s'était mis à avancer avec plus d'assurance et plus de confiance, comme rapatrié. C'est d'aller à plat qui nous gêne, nous autres de la montagne. La cloche de midi commença à sonner au moment où il passait au pied de la tour. Ils n'ont plus rien dit, elle et lui, ils n'auraient plus pu s'entendre. Elle avait fait entrer dans un corridor qui menait à un escalier raide. La cloche s'est tue, elle lui avait pris sa canne, elle le tenait par la main, il se tenait de l'autre accroché à la rampe, ils étaient dans le noir. Puis, comme elle venait d'ouvrir la porte de l'appartement, une grande lumière leur avait sauté contre, à cause du lac en contrebas. Eh bien, tu vois la différence, c'est qu'on est bien logé, on est en plein midi. Oui. Il disait oui, elle l'avait fait asseoir. Et elle lui parlait à présent du fond de la cuisine où elle venait d'allumer le réchaud à gaz. Lui était assis sur sa chaise, ses grosses mains grises posées sur ses cuisses, sans un mouvement face au jour. Elle disait « Émile, c'était son mari, ne va pas tarder à rentrer. Tu t'habitues? Tu sais que tu ne dois pas ôter tes lunettes. » « Je ne les ôte pas. Est-ce que tu y vois? Que non, que oui, ça dépend. » Et tout à coup, il se mit à parler comme s'il s'était retrouvé lui-même. « Quel âge as-tu? » disait-il. « 37. Moi, 66. Ah, c'est vieux. » Elle lui disait, « Est-ce que tu y vois à présent? Tu vois les montagnes? Tu ne vois pas le bateau à vapeur, il passe justement sous la fenêtre. Parce que, tu vois, là-dessous, c'est l'eau. Tu ne le vois pas? Eh bien, alors, tu l'entends, le bateau? » Le vieux a prêté l'oreille, il s'est fait dans la chambre un léger tremblement. Quelque chose de sourd qui était aussi bien dans l'air que sous la terre. Les roues qui battent l'eau en tournant. En même temps, on a entendu un gros pas d'homme dans l'escalier. Joséphine a dit « Le voilà ». C'est Emery qui est entré. Il y avait des voies tout plein cette chambre qui ouvrait sur une galerie d'où on avait une si belle vue sur tout le lac et les montagnes de Savoie. Des voix d'hommes, des voix de femmes, des voix du nez ou rauques, comme quand on a un gros rhume. Ensuite éclataient des trompettes. C'est une marche militaire. Ensuite, c'est un chœur d'hommes. Ensuite, c'est un accordéon. Le vieil Anty disait « Qu'est-ce que c'est ?» C'est le poste. Quel poste? La radio. Émile est dans les traitements fixes, il a pu s'en payer un. D'où ça vient? Je ne sais pas, de loin. Comment ça vient-il? C'est des lampes. Ah.
Le père Anti s'était tu, à peine si on entendait les cloches du dimanche, tant ce poste faisait de bruit. Et tout à coup, le vieil Anti, quelle heure est-il? Eh bien, cette messe. Tu veux aller à la messe? Disait la fille. Il n'y en a point. On est chez les protestants. Ah, a dit le père Anti. Il était comme d'ordinaire dans la pièce du devant, où il faisait un beau soleil. Elle l'avait installé sur une chaise. Il se tenait là, sans bouger, avec ses lunettes noires et son bandeau, les pieds rapprochés l'un de l'autre. Il a dit « Tu te rappelles pourtant bien chez nous, tu y allais chaque dimanche. C'est qu'il faut monter en ville. Comment ça va-t-il ce matin ?» Il a dit « Pas bien. Tu comprends, si je t'ai mis au nord, c'est que je n'avais pas d'autre chambre. Et tu n'y es que pour coucher, tu n'as qu'à te tenir ici le reste du temps. On y est pas mal ou quoi, hein ? Et puis, tu y vois un peu mieux quand même. Veux-tu venir sur la galerie ?» Elle allait et venait dans l'appartement, un balai à la main. Lui, il soupirait. Il levait un petit peu la main, il la laissait retomber. Elle lui disait « Veux-tu que je te bourre ta pipe ?»« Où est-elle ? Attends, je vais te la chercher. » C'était un tuyau de corne recourbé avec des anneaux et le fourneau avait un couvercle à chaînette. Elle lui a bourré sa pipe, la lui a mise dans la bouche, puis ayant frotté une allumette, elle l'a approchée du fourneau. Alors, il a fait un mouvement avec les lèvres, comme les petits enfants quand ils têtent. On voyait monter et descendre sous la peau pendante de son cou la pomme d'Adam. La petite fumée bleue s'est dirigée lentement vers un rayon de soleil où elle s'est engagée. Elle semblait être faite de fines brindilles enchevêtrées, comme une poignée d'épicéas, au-dessus du chapeau du vieux, parce qu'il avait gardé son chapeau. Elle lui disait « Regarde », il a tourné la tête. « Il te faut t'exercer à voir », disait-elle. Et, montrant un tableau qui était suspendu au mur, « C'est Émile, il est avec la société de gymnastique. Il avait eu un premier prix à l'artistique. » « Je ne vois pas. »« Bien sûr, tu es trop loin, approche-toi. » Elle l'avait pris par le bras, c'était une grande photographie avec une vingtaine d'hommes en maillot blanc, ceux de devant assis par terre, ceux de la seconde rangée assis sur un banc, ceux de la dernière debout. « Des beaux hommes, disait-elle. » Il disait « Je vois pas. » Et là, c'est le portrait d'Émile, un agrandissement. Il avait une couronne de laurier sur la tête et la renversait en arrière tout en faisant saillir exagérément les muscles de ses bras qu'il tenait croisés sur la poitrine. Je vois pas. C'est à ce moment-là qu'après toutes ces cloches, comme quand on ouvre une écluse et l'eau qui est contenue derrière vous arrive dessus, et on est pris dedans et on se débat dedans, il y a eu un grand bruit d'orgue quelque part, mais en même temps dans la chambre, et elle, ah voilà, ça commence. Tu entends ? Elle continuait à aller et venir, passant un torchon sur les meubles, allant ensuite le secouer par-dessus la barrière de la galerie, revenait, lui, toujours absent, toujours immobile sur sa chaise. « On est quand même à l'église, disait-elle, c'est commode, pas besoin de bouger, et puis il y aura un sermon. Oh, c'est pas la même chose. » « C'est vrai, disait-elle, mais il joue de l'orgue, comme nous. » Puis reprend, « On mangera un peu plus tard, parce qu'Émile est au café. » « Eh bien, beau-père, comment vous sentez-vous aujourd'hui » demandait Emery. Lui levait une de ses mains qu'il tenait croisée sur le pommeau de sa canne et puis la laissait retomber. « Ah, qu'est-ce que vous voulez ? À votre âge, c'est sérieux les yeux, ça ne pardonne pas. » Il riait. Et puis je lis encore un peu plus loin dans le texte. « Le père Anti, il sonne mal, sa fille. Tu trouves ? » « Parbleu, disait le père Anti, c'est tout le temps la même chose. Tandis qu'avec Dayer, tu te souviens de Dayer, celui qui avait tué sa sœur ?» Elle secouait la tête. « Il y a bientôt 20 ans que ça s'est passé. Tu étais pourtant encore au village. Voyons, Dayer, tu sais, celui qui sonnait en ce temps-là. Il prétendait que sa sœur ne priait pas comme il faut. Il s'était mis à la battre. Et un jour, il l'a tellement battue qu'il l'a laissée morte sur place. On a toujours pensé qu'il n'avait plus sa tête. Ce qui n'empêche pas qu'il a été condamné à 20 ans. Seulement, disait le père Anti, comme il se conduisait bien, on l'a relâché au bout de 15 ans. Il est revenu au village, il n'était pas encore très vieux.
« Oh, disait le père Anti, il n'est pas si vieux que moi. Il est tout au plus dans la cinquantaine. » Eh bien, sais-tu ce qu'on a fait? On lui a rendu sa place, parce que personne ne sonnait comme lui. En avait-on essayé de ces sonneurs pendant que Dayer purgeait sa peine? 15 ans, tu penses? Pas un n'avait tenu le coup. Alors, voilà Dayer qui revient. Alors on lui a dit « Tu veux ?» Et lui a dit « Je veux bien. » Et le curé voulait bien, lui aussi. Quelques extraits de Une main. Je suis couché sur le dos. Une femme est arrêtée à côté de moi. Elle me dit « Ah, monsieur, on glisse terriblement ce matin. Vous auriez dû faire comme moi. J'ai passé des pions de bas sur mes souliers. » Elle me les montre. Puis « Au revoir, monsieur. » Elle s'en va. Elle a un panier au bras, elle est sans chapeau. Un petit châle noir est noué autour de ses épaules. Je suis toujours couché sur le dos. Où ai-je mis mes cigarettes? Je n'arrive pas à me souvenir si, en sortant de la boutique, j'ai glissé le paquet dans ma poche ou bien si je le tenais à la main. En ce dernier cas, je l'aurais lâché en tombant. Il va falloir que je le retrouve. Je vois que je suis resté longtemps étendu avec paresse comme un promeneur fatigué sur le gazon d'un talus. Je tourne la tête à droite et à gauche, puis j'essaie de me soulever. Mais je n'ai plus qu'une main. Tout de suite, la droite est venue, elle accourt docilement. Elle est devant moi, je la vois. Mais l'autre, je n'ai plus de main gauche. J'ai beau la solliciter de nouveau, elle n'entend pas, elle ne répond pas. Je me mets à la chercher des yeux d'abord, puis avec la main droite. Et j'éprouve à présent une grande douleur dans l'épaule. Mais au-dessous, il n'y a que néant. Personne. La dame est loin depuis longtemps. La ruelle est déserte. Peut-être un petit rideau a-t-il bougé là-haut derrière la fenêtre, car ce sont les choses qui sont au-dessus de moi que je vois le mieux. Mais il est retombé. Et peut-être qu'il n'a pas bougé. Les fenêtres partout sont fermées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, je sens l'immense ridicule qu'il y aurait à appeler. Quel ton prendre? Crier fort? Crier quoi? Crier au secours? Ou bien, d'une voix naturelle, demander « Y a-t-il quelqu'un ?» Mais alors on ne m'entendra pas. Au contraire, ce ton détaché risque de décourager les bonnes volontés d'avance. Je suis extrêmement conscient. Trop. Et je vois qu'il vaut mieux se taire. Je serai comme un acteur sur un théâtre, c'est-à-dire que j'aurai à trouver le ton juste. La peur du ton faux me raidit, tandis que le mal de cœur commence, car ces petits accidents-là, et c'est ce qu'ils ont de pénible, se déroulent tout entiers sous le signe du mal de cœur. J'ai fini par m'asseoir, je ne sais trop comment. Le mouvement que je fais me ramène ma main gauche, qui était prise sous mon corps. Je la vois et je m'en empare. Elle existe de nouveau. Je la tiens devant moi pendant que je me mets debout sur un genou et puis sur l'autre. Je la serre jalousement contre moi. Je n'ai pas appelé. Je me tirerai seul d'affaire. Mais surtout que je ne lâche à aucun moment, quoi qu'il arrive, cette main, sans quoi elle va s'évanouir encore une fois. Et la douleur physique n'est rien, du moins pour moi en ce moment, à côté de cette imminente et immense douleur d'esprit ou douleur d'âme. Car comment faut-il l'appeler? Alors a commencé tout un grand mois d'absolue dépendance. D'abord, je vais à l'hôpital. Une nouvelle radiographie qu'on vient de faire montre que les 2 fragments de l'humérus ont une tendance à se chevaucher. L'appareil qu'on m'a mis va être insuffisant. Il faut le remplacer par un appareil à extension. Nous n'avons plus de neige ici, comme je vois par la fenêtre, où malgré le froid, le jardin, les vignes, tout l'ensemble du terrain qui descend jusqu'au lac est déjà complètement nu. Alors il me semble que je rentre dans l'hiver, il me semble retourner en arrière dans le temps, à mesure que l'auto gagne vers les hauteurs, traversant Lausanne, où les toits redeviennent blancs, où il y a encore le long des trottoirs des tas de neige. Puis voilà que tout est givré, dans les environs du grand bâtiment jaunâtre sur sa butte et dont les vitres brillent au soleil. Je traverse une salle d'attente
où il y a un homme qui est assis sur une chaise. Il ne regarde même pas qui entre ni qui sort. La porte qui s'ouvre et se ferme ne lui fait pas lever la tête. Il a une forte moustache grisonnante, les cheveux drus encore, le front bas, les joues creusées. Il est là, immobile, dans son costume de Mylène, les pieds posés l'un à côté de l'autre, bien sagement sur le plancher, les mains sur les genoux, la tête en avant. Je me hasarde dans de grands corridors où pendent de place en place, barrant le passage, de petits rideaux blancs à plis réguliers, comme on en voit dans certains tableaux de primitifs. Je pousse plus loin. J'arrive dans le voisinage de la salle d'opération, comme le montre une porte entr'ouverte, derrière laquelle, dans des espèces de marmites à soupape, des instruments cuisent à feu doux. Dans un coin, il y a des civières à roues de caoutchouc qui attendent sous leurs draps blancs. La chambre, où je parviens finalement et qui est petite, tient le milieu entre ces salles de torture qui existent encore dans les vieux châteaux et un atelier de modeleur. Un pan de mur est occupé par quelque chose comme un travail de ceux qui servent à ferrer les taureaux, avec tout un système de treuils et de poulies. Mais en face sont des sacs de plâtre, toutes sortes de liquides dans des bouteilles, des paquets d'étoupes. Enfin, il y a un buste en plâtre, une sorte de vague ébauche où n'apparaît encore aucun des caractères du sexe, peut-être inutile en orthopédie, qui est posé sur le plancher. Il y a aussi un lave-mains. Le morceau de savon, qui est du savon de Marseille, est passé dans une tige de fer qui elle-même est suspendue au robinet. J'attends. Personne. Toujours personne. Puis tout à coup, les corridors deviennent bruyants. C'est la fin de la clinique. Entre le docteur C, le docteur V, puis 2 ou 3, 4 internes ou externes, en blanc, un infirmier en blanc, une sœur en blanc avec sa coiffe. Je suis redevenu un bébé de 6 mois, sauf qu'il se tient debout, ou à peu près. Puis on le hisse sur un haut tabouret métallique, on lui calfeutre la poitrine, les côtes, le dos, avec des coussinets de ouate qu'on trouve à l'hôpital tout préparés d'avance, ce qui simplifie singulièrement l'opération. On les fixe avec des sangles, et me voilà pris, enfin, dans un nouvel appareil, en aluminium celui-là, et extensible, c'est-à-dire prolongé à partir du coude en ligne droite par une cordelette qui passe sur une poulie et fixé à son autre bout à 2 bandelettes de sparadrap qu'on me colle sur les 2 faces du bras. Ouate et bande, de nouveau. Ça y est. Oh, pas tout à fait. Il y a encore un tour ou 2 d'écrou à donner, ce qui se fait assez sournoisement, pendant que les internes se retirent. 50 ou 52. C'est vrai, hélas. Encore 1 ou 2 tours de vis. Puis, tout le monde s'en va. Sauf la sœur qui m'aide à me rhabiller. Je veux dire, à passer sur ma personne matelassée une moitié de chemise, une moitié de veston, une moitié de manteau. Et l'infirmier qui donne un coup de balai. Ça tire. La traction qui agit sur le bras se traduit pour le patient par une insupportable sensation de pesanteur. Je porte 50 kilos du côté gauche. Je vais portant mon bras comme si je portais sous le bras un harnachement complet, sac, capote, fusil, képi, souvenir de service militaire. Je suis à nouveau ces longs corridors qui sont de nouveau presque déserts. On est dans un lieu vide et qu'on devine quand même surpeuplé, à cause d'une espèce de bourdonnement bizarre qui finit par venir jusqu'à vous à travers les murs. Alors ils deviennent transparents. Et derrière, c'est plein de vie, ou de demi-vie, ou de quart de vie. 4 étages de couchettes, avec leurs gémissements, leurs plaintes, leurs chuchotements, et de la cave au toit étroitement juxtaposée, étroitement superposée. Une immense ruche, mais d'hiver, avec sa vie secrète et toute renfermée, une ruche qui ne récolte pas, une ruche qui n'essaime pas. Je rentre en contact avec la maladie, dont j'avais oublié égoïstement jusqu'à l'existence. Heureusement que je ne suis pas malade. Je touche du bois. 2 petites filles reviennent du pansement, la tête disparue dans des linges. Elles passent devant moi, portées par des gardes. Une lassitude à demi heureuse, à présent que c'est fini, leur fait pencher la tête et la leur fait blottir au creux de l'épaule de leur infirmière. Se suçant le pouce, tournée à demi vers moi, elle me regarde, tandis qu'elle s'élève peu à peu, immobile,
le long du large escalier. C'est un homme doux et inexorable. Il sonne. Je sais bien que c'est lui pendant qu'on va ouvrir. Je l'attends à 3 heures, et il est 3 heures exactement. J'entends sa voix, j'entends qu'il parle et qu'on lui répond. « Entrez seulement. Entrez seulement, monsieur. » Je l'entends qui monte l'escalier. Et il faut que je quitte le coin de canapé où je suis, et où je suis si bien, parce que je ne fais rien, parce qu'on m'y laisse tranquille, parce que j'ai les mains croisées dans une totale immobilité. Je dissimule la peur qui est en moi sous un torrent de paroles. Je vais à la rencontre de Monsieur P, je lui serre la main. « Comment allez-vous, Monsieur P ?»« Merci, pas trop mal, et vous ?»« Mal. C'est une précaution que je prends, mais elle ne sert à rien. Il faut que j'ôte ma veste. Rien ne retardera le moment fatal, comme je vois. Eh bien, vous avez pu arriver ? Tout juste. Il m'a fallu venir à pied. À pied ? Il m'aide à ôter mon gilet. Oui, les tramways ne marchaient plus. L'employé m'a dit, on ne sait pas quand on partira, les aiguilles sont gelées. J'ai beau faire, je parle, et il parle. Je parle beaucoup, il parle beaucoup. Mais rien ne va empêcher que sa besogne ne se fasse. Parce que me voilà nu jusqu'à la ceinture. Lui-même a retroussé ses manches, il prend son flacon de poudre de talc. Il commence à se faire vieux. Il a la moustache et les cheveux gris. C'est un homme extrêmement doux. Il a d'abord été infirmier à l'hôpital, puis s'est établi à son propre compte. Extrêmement doux et inexorable. Poli, respectueux, prévenant. Mais pas du tout prétentieux. Tranquille. Mais sachant très exactement ce qu'il a à faire. C'est ça qui m'inquiète. Et ayant d'ailleurs reçu par téléphone les instructions du médecin, je lui dis « Écoutez, monsieur P, vous irez doucement aujourd'hui. J'ai mal dormi la nuit passée. » Est-ce qu'il a entendu ? Il est en train de me saupoudrer le bras et l'avant-bras, de l'épaule au poignet, par petits tas qu'il étend avec le plat de la main. Et je sens avec désespoir que je suis impuissant contre un métier devenu tout mécanique. Et moi qui pensais l'arrêter, moi qui croyais que j'allais peut-être obtenir par mes recommandations quelques adoucissements. Il me répond toujours « Oui, doucement, monsieur P. Oui, monsieur, on ira doucement. » Et pendant qu'il commence, moi j'abonde et je surabonde en paroles, pensant le distraire par mes discours, pensant l'obliger sans doute à porter son attention ailleurs, sur ce que je dis, sur ce qu'il va me dire, pensant créer entre nous, c'est l'arrière-fond secret de ma pensée, une atmosphère de confidence et d'amitié, où toute espèce d'intervention violente deviendrait impossible, parce que déplacé. Il est doux, il est causant, je parle. Il parle. Voilà. Merci beaucoup à la Bibliothèque Sonore et à l'Art d'Inclure de m'avoir convié ce matin. Je suis très content d'avoir cette occasion d'explorer un domaine un peu particulier peut-être de l'œuvre de Ramu, qui n'est pas le premier auquel on penserait, parce qu'en effet, donc la conférence ou la causerie que je vais vous tenir maintenant fera écho à quelques-uns des textes dont vous avez pu entendre la lecture ce matin, que j'avais choisi un peu dans ce but. J'aimerais vous proposer une réflexion qui porte principalement sur des textes autobiographiques de Ramu, tout en les mettant en relation avec l'univers qu'il met en place comme écrivain dans ses nouvelles et ses romans. Pour le dire autrement, en partant des propos que Ramu tient à divers endroits de son œuvre sur son rapport à la corporalité, ou peut-être à la corporéité, ce serait plus correct, je souhaiterais montrer combien cette dimension est centrale, non seulement dans sa vision du monde, mais aussi dans sa conception de son travail d'artiste et plus largement dans l'idée qu'il se fait de l'art en général. Je vais vous lire de nouveau passablement d'extraits, vous verrez, il y a encore pas mal de textes, à commencer par un premier qui est un extrait de Découverte du monde. Découverte du monde, c'est une autobiographie que Ramu a publiée vers la fin de sa vie en 1939. Donc, comme ça a été rappelé tout à l'heure, il est né à Lausanne en 1878 et il y est mort en 1947. Découverte du monde est surtout le récit de sa petite enfance, jusqu'à l'affirmation de sa vocation littéraire. Mais c'est aussi l'occasion de réflexions plus vastes,
dont la portée est existentielle, comme dans cet extrait que je vais vous lire maintenant. Je suis saturnien, paraît-il, et au dire des astrologues, le saturnien est un obstrué. Je le vois bien maintenant encore dans mon travail. Il m'arrive de venir à bout en quelques heures de 10 pages serrées et sans une rature. Ensuite, me voilà pendant 2 ou 3 jours dans l'impossibilité d'écrire une seule ligne. Le saturnien est un malheureux. Il a sans cesse à se combattre lui-même. Il ne circule pas facilement. Il est pareil à un ruisseau qui s'engorge du fait des débris qu'il charrie, jusqu'à ce que l'accumulation de l'eau finisse par crever le barrage et lui permette alors de se précipiter plus rapide, plus clair dans sa course en avant. Hélas, nous sommes incarnés. Nous n'existons que par le corps, que je ne sépare pas de l'esprit. Comment l'esprit se manifesterait-il sans le corps ? C'est ce qu'on ne veut plus voir aujourd'hui. L'homme, dans son orgueil, a honte de son humanité. L'homme est devenu idéaliste. L'homme prétend n'exister plus que par ses idées, par l'esprit, et se dissimule de plus en plus à lui-même les nécessités de son corps qui l'humilient. Il se fait de soi une image que ses besoins charnels tendent à ravaler, et ne pouvons néanmoins s'y soustraire à ses besoins, fait en sorte qu'il ne joue du moins plus aucun rôle dans sa vie extérieure, sa vie publique, sa vie avouée, la seule qu'il reconnaisse désormais comme sienne. Voyez que nos pissotières, de plus en plus rares, se dissimulent de plus en plus profond sous la terre. Nous sommes de pauvres hommes qui, au lieu de le reconnaître, se laissant prendre au jeu de leurs propres inventions, s'instituent vis-à-vis d'eux-mêmes comme étant de purs esprits et se trompent eux-mêmes et les uns les autres. C'est aussi que ces nécessités charnelles font peur à l'homme d'aujourd'hui. Elles ne le rabaissent pas seulement, elles le remplissent d'une terreur secrète quand il lui arrive d'y songer. Alors il ne veut plus y songer, c'est pourquoi il les bannit de sa vue. Naître et mourir sont 2 nécessités majeures. Il y a déjà des formes de société où personne ne naît plus et personne ne meurt plus. J'entends ouvertement, de façon avouée, et où la naissance et la mort sont soigneusement tenues cachées dans la coulisse. Tandis qu'il y a le théâtre, qui est le théâtre de la vie, une espèce de vie éternelle où elles n'apparaissent plus. Ainsi, nous pouvons nous imaginer immortels. C'est à quoi nous tenons surtout. Les purs esprits sont immortels. L'homme de la machine se gagne ainsi au-dessus de la nature parce que, dominant la machine, il croit dominer la nature. Et nous pouvons prétendre toutefois à se l'être asservi complètement. Là où il est encore asservi à elle, il l'escamote. Une femme enceinte, d'abord, on ne voit pas qu'elle est enceinte. Elle s'entend à le dissimuler et les couturiers viennent à son secours. Puis quand elle n'est décidément plus présentable, elle disparaît de la circulation. Elle reparaît quand elle est redevenue. Et l'enfant, devenu présentable lui aussi, lavé, pomponné, et non pas nu, mais tout habillé, élégamment habillé, définitivement soustrait aux misères originelles. Un homme malade, il ne faut pas même qu'on sache qu'il est malade, ni qu'il va mourir. Il y a des cliniques pour ça, voyez l'Amérique. Il n'y a que ceux qui est valide qui soient autorisés à faire acte de présence, de façon que nous puissions dire « Nous ignorons la maladie. Voyez, nous sommes tous bien portants. » Et comme il faut bien tout de même mourir, il y a des endroits faits exprès pour ça, des lieux secrets et écartés, avec des ascenseurs spéciaux, des monte-charges réservés aux cadavres. Personne ne se doute de rien. L'homme disparaît vivant, on vous le restitue plus vivant que nature. Il est rassurant, on l'a maquillé, il est rose, il est bien peigné, il n'est plus mort, il nie la mort, il en est la négation. Il repose, il est couché dans du satin, il est en toilette de bal, il est tout entouré de fleurs, il sent bon, il ne fait pas pitié, il fait envie. Un beau fiancé. La mort ne va plus troubler personne, elle est inconfortable, on ne vous la mettra pas sous les yeux. Un harmonium joue dans le ciel, ça se passe au crématorium, et un prédicateur est dans le ciel également, pendant que lui, on le descend.
Ça se passe dans d'autres régions et invisibles. Rassurez-vous, c'est électrique et on vous rapporte de ces sous-sols quelques poignées de sondes criblées, tout à fait convenables et même distinguées, ou c'est tout juste si en cherchant bien, on trouve un bouton de faux col. Dans ce passage, par-delà la question fondamentale qui a hanté Ramu toute sa vie, à savoir la question de la finitude de l'homme et de la difficulté à l'accepter, affleurent aussi quelques éléments qui sont essentiels pour saisir la démarche créatrice de Ramu et sa vision du monde. Il y a avant tout cette déclaration qui est prise dans le texte, donc vous l'avez entendu, « Nous n'existons que par le corps, que je ne sépare pas de l'esprit ». Cette conviction a plusieurs retombées centrales dans l'œuvre de Ramu. En premier lieu, l'écrivain rejette les idées, les principes, les concepts au profit de la sensation. C'est par les sens, par le corps, que l'homme découvre le monde et les choses. D'où l'accent qui sera toujours mis dans ces textes sur la perception, non sur l'appréhension à partir des principes ou des catégories de la raison abstraite. On peut taxer de phénoménologique la démarche ramusienne dans la mesure où l'écrivain prône une appréhension de la réalité telle qu'elle se donne au sujet à travers les phénomènes. C'est donc l'expérience vécue, physiquement et concrètement, qui prime. C'est pourquoi Ramu s'est toujours méfié de l'intellectualisme et de l'académisme, rejetant explicitement sa formation universitaire et allant même jusqu'à se réinventer une filiation directement paysanne et vigneronne, lui qui était dans les faits fils d'épicier, parce que cette filiation fantasmée lui offrait, entre autres avantages, des gages de plus grande proximité avec la nature, la terre, les éléments. La mission que Ramu se confère en tant qu'auteur est de parvenir à exprimer la réalité qu'il partage avec les membres de la communauté à laquelle il appartient. Membres qui, eux, vivent leurs conditions sans la verbaliser ou la formuler, alors que la tâche de l'écrivain, et plus généralement de l'artiste, est selon lui de trouver une forme esthétique à même de transmettre et de dire cette expérience du monde basée sur le contact immédiat avec celui-ci. Les textes de Ramu, en particulier ses romans et ses nouvelles, mettent ainsi en pratique la leçon qu'il rappelle dans Découverte du monde. Ces personnages sont avant tout des êtres de chair qui voient, entendent, sentent, éprouvent sur leur peau le monde qui les entoure. La narration ramusienne tend à épouser le point de vue des personnages, à transmettre cette perception de la réalité qui se fonde sur une expérience sensorielle, souvent partielle et non globale. Un des procédés souvent utilisés est ainsi celui qu'on peut appeler de l'auricularisation, c'est-à-dire la perception du monde par l'oreille. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans le texte sur le père Anti, et j'y reviendrai. Le père Anti qui ne voit plus parce qu'il vient d'être opéré des yeux, et tout le texte est basé en fait sur des phénomènes auditifs. C'est essentiellement ce qu'on entend dans ce texte qui est mis en avant. Des personnages sont mis en situation d'entendre des choses qui se passent sans pouvoir y assister visuellement. La réalité est ainsi restituée de manière partielle, voire partiale, à travers des faisceaux d'indices qui donnent accès sur un mode fragmenté au monde qui les entoure. Ramu rappelle par là que toute prétention à une vision englobante et totalisante, pour tout dire omnisciente, est un leurre, une illusion que bien des romanciers entretiennent sans tenir compte de la réalité des perceptions et donc de la compréhension effective des phénomènes. Une telle idée de la restitution du monde et des choses suppose avant tout une chose, en effet, un corps qui fonctionne parfaitement, qui est en quelque sorte une machine performante sur laquelle on peut compter. Certes, je viens de le rappeler, les romans et les nouvelles de Ramu mettent souvent en scène des perceptions partielles, mais celles-ci résultent le plus souvent d'une impossibilité circonstancielle. Les personnages n'accèdent pas à certains phénomènes pour des raisons objectives. On peut ainsi voir de très loin des actions qui se déroulent, mais sans entendre les discours qui les accompagnent, comme on peut écouter aux portes sans voir à travers. En 1931, on l'a entendu tout à l'heure, je situe un peu ça, Ramu va faire une expérience qui, pour la première fois dans son parcours, le confronte à la fragilité du dispositif d'appréhension et donc de restitution artistique du monde auquel il a jusque-là
pleinement fait confiance. À la mi-janvier, il est alors installé à Puy depuis 6 mois, il glisse sur une plaque de verglas et se casse le bras. Cette expérience lui inspirera le texte de Une main, on a entendu le début tout à l'heure, dans lequel il réfléchit aux conséquences du handicap qu'il doit affronter pendant quelques mois. La réduction de l'autonomie physique est indissociable d'une réduction de l'accès au monde. Je vous lis encore quelques extraits, ça complétera ce qu'on a entendu tout à l'heure. Je sens mon bras flotter quelque part dans l'espace, insubstantiel, à côté de moi, mais on me tient la main, qui, elle, ne s'est pas sauvée. On me met tout nu. On me maillote jusqu'à la ceinture dans une triple cuirasse de ouate qu'on assujettit au moyen de bandes. On glisse l'appareil sous l'aisselle, on recommence à embander. Je suis plus étroitement emmailloté qu'un pharaon dans son tombeau. Même soir, pont au pont. Je suis un domaine. Le mot, qui est absurde, m'est venu ce soir-là de lui-même à l'esprit. Je n'ai pas le droit de ne pas m'en servir. Assis dans mon lit, ma double personne, physique et mentale, m'apparaît comme un parc fermé de murs, qui est moi, et au-delà des murs, ce n'est plus moi. Au-delà des murs, il y a quelque chose dont je ne m'inquiète plus, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Je ferme les yeux, et je sens peu à peu le rétrécissement se faire. C'est-à-dire que ce rien gagne sur ce que je suis. Ma personne, qui est un espace, est envahie sur tout son pourtour. Je ne suis plus que de l'étendue, et cette étendue diminue de sa périphérie à son centre avec une grande rapidité. C'est extrêmement agréable et extrêmement désagréable. C'est comme quand le brouillard vient et il submerge autour de vous des choses qui sont vous encore, puis ne le sont plus, vous êtes en prise une à une. Et au centre, il y a l'esprit qui garde toute sa lucidité. Il est là comme l'araignée au milieu de sa toile, qui s'effilocherait au vent de toutes parts, c'est le corps. Mais lui, l'esprit, ne serait pas atteint et résisterait à la destruction. Car rouvrant les yeux, aussitôt je vois tout, avec la plus grande netteté, et sans avoir besoin d'abord de m'interroger sur la forme ou la nature des objets où mon regard se pose. Tout à fait le contraire du sommeil ordinaire, où l'esprit s'endort le premier, tandis qu'on garde ses sensations, qu'on a conscience de la douleur, par exemple, qu'on a encore un corps, des membres qui continuent à vivre et à vous transmettre leur perception. Donc là, c'est vraiment cette expérience d'un trouble dans la perception qui tout d'un coup le rend conscient du fait que ce trouble a des effets sur sa perception du monde en général et sur sa possibilité même de le restituer. Donc il y a une espèce de caillou qui est venu se mettre dans son fonctionnement général qui allait de la perception à l'écriture. Et au fond, ce texte de Une main, c'est vraiment un texte central pour comprendre cette première crise dans la perception que Ramu a eue de son travail. Une crise qui, cette fois-ci, a encore été relativement passagère, puisque, comme on l'a entendu tout à l'heure, même s'il a souffert avec son physio, il a quand même réussi à récupérer entièrement la possibilité d'utiliser ses mains. Et il a aussi fait un certain nombre d'exercices qui lui ont permis de redevenir ce qu'il était avant cette chute. Hein. Et là, je veux juste vous lire encore un petit bout de Une main, où il y a une série de constats qui sont extrêmement intéressants sur la difficulté à effectuer des actes ou des gestes quotidiens à cause de cette nouvelle situation de handicap. Et il les numérote, hein, il y en a 3, l'un après l'autre, hein, où il réfléchit à ce que la nouvelle situation d'avoir un bras en écharpe rend impossible, alors qu'avant c'était quelque chose qu'on faisait de façon tout à fait quasi inconsciente, c'est-à-dire automatique, quoi. Alors, ça s'appelle exercice. 1. Couper les feuillets d'un livre. Ce n'est pas très difficile. Tout dépend toutefois de la qualité du papier. On s'aperçoit que le même mot couvre les substances les plus diverses. Il y a des papiers épais, mais de mauvaise qualité. Il y en a qui sont minces, mais fibreux, et tout entretissés d'une manière résistante à cause de sa continuité. D'autres poreux, sans contexture, faits seulement d'une bouillie hâtivement agglomérée comme principe visqueux consolide momentanément. Et donc, quelques-uns de ces livres,
Il suffit de les poser à plat devant soi et d'introduire le coupe-papier entre les pages. Leur poids seul oppose une résistance suffisante pour que la lame mord. D'autres, au contraire, fissurent la lame, alors il faut s'ingénier. Il donne encore quelques précisions là-dessus. C'est un texte qui devient difficile à lire avec des étudiants de 20 ans parce qu'ils ne savent plus qu'on coupait les livres, donc il faut leur expliquer ce que c'est. Voilà. 2. Introduire une cigarette dans le fume-cigarette. L'allumer. Facile. On serre le fume-cigarette entre ses dents. On n'a plus qu'à enfoncer la cigarette en la faisant tourner sur elle-même. Prendre garde pourtant qu'elle tienne, ce qui n'est pas toujours le cas, et on risque alors l'incendie. Car d'une part, les premiers jours, on a de la peine à se lever, et d'autre part, ces cigarettes mettent un malin plaisir. Quand elles tombent, aller se loger, on ne va pas les chercher, s'introduisant volontiers par exemple dans l'interstice qu'il y a entre votre moitié de chemise et les feuilles de ouate dont vous êtes matelassé. D'où des conséquences graves. 3. Écrire. On distingue tout à coup, et pour la première fois de sa vie, qu'on écrit avec les deux mains. Au travail évident et le seul auquel on prend garde, de la main droite, la gauche vient sans cesse apporter une collaboration si discrète qu'on ne la remarquait pas. La voilà qui se venge. Brusquement, elle se refuse à ce rôle ingrat. Elle vous dit « Tâche de te passer de moi, tu verras. » On voit que pendant que la main droite formait les lettres, elle était là tout le temps, qui l'aidait à les former. Et maintenant qu'elle n'est plus là, il faut réapprendre à écrire. Là aussi, il faut redevenir un petit garçon. Il faut redevenir un tout petit garçon. On recommence. Mais l'autre bras, pendant ce temps, qui porte à faux loin de la table, on peut aussi écrire à la machine en se passant des majuscules, des points-virgules, des virgules, des parenthèses, des cécédies, continue à se venger parce qu'il pèse, il pèse, il pèse. 4. Apprendre à s'habiller. Il faut au moins 15 jours pour arriver à s'habiller tout seul, enfiler ses chaussettes, passer son pantalon, se nouer un foulard autour du cou. Il faut, dans ce dernier cas, apprendre à se servir de ses dents, qui sont d'une très grande utilité, et faire comme les perruches, par exemple, qui grimpent le long des barreaux de leur cage en s'aidant du bec. On se rase assez facilement au bout de 8 jours avec un rasoir Gillette. On se lave la figure, on se brosse les dents. Le difficile est de se laver la main. Votre beau rêve d'indépendance est complètement ruiné chaque fois. Encore peut-être un dernier texte très court de une main qui est une espèce de bilan sur cette expérience. Je ne suis pas un philosophe, je suis un homme. Je ne cherche dans la philosophie que l'occasion d'une religion. Je ne sais même pas ce qu'elle est, ni où elle commence, où elle finit. Je pars de la réalité des choses et vais inconsciemment à elle dans l'insatisfaction des choses. Puis je redescends d'elle aux choses à cause d'une insatisfaction plus grande. Aller, retour. Aucune solution. Mais du moins la réalité, qui ne me contente pas, est-elle une réalité pour moi? Je veux dire quelque chose qui existe, que je vois, que je respire, que je touche, que j'entends. Massive, pesante, qui m'oppose une résistance, que je déplace ou ne déplace pas, qui a son lieu, son origine, un point à elle dans la perspective. Tandis que les régions où commence à régner l'idée ne sont au-dessus d'elle que le séjour de toutes les nuées, insubstantiel, hélas, pour moi, et maniable en tous sens. Il faudrait que l'idée aussi eût la dureté du rocher, non pas moins lourde, mais plus lourde, non pas moins précise dans son contour, non pas moins définissable et définie, mais davantage, non pas plus légère que l'air, mais aussi dense et plus que la matière elle-même. Apprenti philosophe, et à vrai dire, apprenti tout, apprenti pour la vie, et qui n'apprendra jamais. Vous voyez là le constat de nouveau que sans l'accès aux choses, l'accès sensoriel, en fait, il estime qu'il ne vit pas. En gros, c'est un peu ça, et que c'est au fond ça qu'il essaye de retransmettre dans la plupart de ses intrigues. Une douzaine d'années après cette première expérience de 31, en octobre 1943, un épisode plus grave et aux complications plus étendues que la glissade de 31 survient
alors que Ramu se promène dans son jardin. Il est victime d'une attaque cérébrale qui nécessitera une hospitalisation et une période de réadaptation, pour ne pas dire carrément de rééducation. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que, on le voit par différents textes, je vais y revenir, que l'écriture va participer de cette récupération, donc il va se forcer à écrire sur son expérience, sur les impressions qu'il a eues après ce qu'il appelle l'accident, et il rédige plusieurs textes, vraiment poches de l'autobiographie, à partir de cette expérience pour essayer de la surmonter. Et il va en fait, par cette sorte de fonction vraiment thérapeutique de l'écriture de cette expérience, réussir à entièrement récupérer, aussi bien en termes moteurs qu'en termes donc simplement de pratique et de raisonnement. Donc il va complètement réussir à aller par-delà les séquelles de cet épisode, tout en le documentant en quelque sorte dans ses propres textes. Le terme justement qu'il emploie le plus souvent pour désigner ce moment, c'est le terme d'accident. Et je trouve que c'est très significatif l'utilisation de ce terme. Je reviendrai tout à l'heure, c'est le titre même qu'il donne à une nouvelle dont on a entendu l'extrait tout à l'heure. Accident qui donne bien l'idée de sa perception de la vie jusque-là, c'est en fait une vie où ce genre de choses n'arrive pas. Dans le cours normal des choses, il ne doit pas y avoir ces accidents. L'accident, c'est ce qui vient briser une normalité, ou l'idée d'une normalité, d'une sorte d'ordre, le perturber en profondeur, et c'est cette perturbation dont Ramu détaille les effets sur son corps et sur son esprit. Là donc, je vais vous lire un petit bout de ce texte, Accident, en fait 2 ou 3 parties. Il a le même titre que la nouvelle dont on a entendu des extraits tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est vraiment la transcription de sa propre expérience de cet accident cérébral. Donc il est survenu en octobre 1943 et ce texte date de quelques mois plus tard, de mars 1944. Il en a écrit plusieurs, selon des variantes narratives différentes, à partir de la même expérience. Je me rappelle seulement cette main gauche qui était gourde, rouge et luisante, et que le docteur me disait « Essayez de rapprocher le pouce de l'index » et que je n'y arrivais pas. « Essayez de siffler » et que je n'y réussissais pas davantage, avec de l'empêchement sur mes lèvres et un empêchement plus sérieux encore dans ma bouche, où ma langue était énorme, lourde, informe, comme si j'avais eu la bouche pleine de bouillie, et je retombais sur mes oreillers. Vous reconnaîtrez ici les étapes de ce qu'on a entendu avant dans la bouche d'Anselme, le personnage de la nouvelle. Pendant ce temps, il faut bien dire qu'on bombarde ferme l'Europe. Les sirènes hurlent, donc on est pendant la guerre. Berlin succombe sous des bombes de 6 tonnes. On a presque honte d'être couché dans un bon lit. Une agréable source de chaleur est à l'extrémité de ma personne, une autre contre ma hanche. Je me dis qu'à ce même moment et dans ce même état, je pourrais être en pleine rue ou dans une cave, essayant de me protéger la tête avec les 2 bras contre les débris de toutes sortes qui sifflent autour de moi. Est-ce que je me félicite de ma situation ? Pas du tout. Pas davantage que j'en en ai honte. Je suis tel que je suis où on m'a mis. J'obéis à une espèce d'absurde fatalisme qui est sans doute la conséquence de mon état physiologique, lequel va se modifier rapidement par la suite et dès le lendemain déjà, faisant place à une exaltation et à une irritabilité extrême. Me voilà tout en cris et en exclamations. Je ne suis pas triste ni déprimé, j'exulte ou je suis méchant. Le moindre manquement à ce que j'entends qu'on fasse me fâche. Je me laisse aller à des colères extrêmes. Je sais que je suis en colère et je sais que j'ai tort. Je ne m'en mets pas moins en colère sans le moindrement essayer de me contenir. Absence de toute censure, absence de tout respect humain, et je comprends alors ce que c'est que la folie qui ne réside pas dans la perte de conscience, mais dans une parfaite indifférence à l'opinion d'autrui et à ce qu'on ne peut penser de vous. Je pousse des hurlements au sortir de mon sommeil. C'est le réveil de la vie animale. On se contient à l'ordinaire, je ne pense plus à me contenir. L'idée même m'en est ridicule.
Donc ensuite, il commence à faire un peu d'exercice pour récupérer ce passage maintenant. Je m'applique à ne pas entendre ce que disent mes jambes, mais m'efforce à les exercer d'un bout à l'autre du long corridor ciré et luisant, allant et revenant de ma chambre à la fenêtre qui est dans le bout de ce corridor et qui donne sur le Levant, le Haut-Lac, l'embouchure du Rhône. J'ai les pieds nus dans des babouches qui à chaque pas me quittent, d'où une impression de déséquilibre, ou bien si ce déséquilibre est dans ma tête. Car je suis départagé en oblique, comme les personnages des jeux de cartes, par une ligne qui part du côté droit du front pour aboutir à la hanche gauche. D'un côté de cette ligne, tout va bien, je suis moi-même, mais de l'autre, il y a un autre moi qui m'obéit mal et sur lequel je ne peux pas compter parce que je n'ai pas, ou pas encore, l'habitude de lui. Je digère en oblique, je pense en oblique. Alors par moments je titube et suis forcé de m'appuyer au mur, mais je n'accuse que mes chaussures et continue ma promenade. Seulement, c'est ici que je me suis heurté soudain à une grande difficulté à laquelle je ne m'attendais pas, qui a été de ne pas me retrouver moi-même. J'ai parlé d'une coupure, il m'est apparu soudain qu'elle était d'autant plus infranchissable qu'invisible. Il y avait deux moitiés de moi, il s'agissait d'en refaire un tout. Il y avait deux moitiés de ma vie, il s'agissait d'en refaire une vie. Or, je constatais que tout ce qui s'était passé de l'autre côté de la coupure m'était devenu étranger, et toutes mes préoccupations d'alors, non seulement étrangères, mais incompréhensibles à moi-même. Un petit désordre physiologique et on va mieux, mais ses conséquences subsistent et semblent irrémédiables. Tout à fait départagé. Je rouvre mes cahiers, j'ai eu beau relire avec soin tout ce que j'avais écrit avant l'aventure, je ne m'y suis pas reconnu, je n'ai pas réussi à m'y intéresser. Je ne suis pas mort, c'est mon passé qui est mort. Je parlais d'une coupure, ce n'est pas assez dire, elle s'accompagne d'une séparation. Les deux moitiés de moi se sont éloignées l'une de l'autre, elles s'éloignent toujours plus comme deux icebergs entraînés par le courant, et à présent je considère du bord d'un abîme et de loin ce qui, il y a quelques semaines, était encore à ma portée. Toute espèce de projet et de plan, d'ouvrages commencés, qui se sont écartés de moi bizarrement et ne forment plus qu'au lointain un paysage vague qui disparaît dans la brume. Donc, cette réflexion est vraiment sur la coupure, l'accès restreint et l'effacement d'une partie de soi, c'est quelque chose qui va devenir un élément central dans la perception de Ramu de ces dernières années, qui ne s'inscrit pas seulement de sa biographie dans ses textes autobiographiques, mais aussi dans des textes de fiction, comme on l'a déjà un peu entendu ce matin, dans notamment Le Père Anti et dans cette nouvelle qui s'appelle Accident. Le Père Anti est une nouvelle parue dans un recueil qui apparaît en 1945, qui s'appelle Nouvelles. En réalité, au départ, c'est un chapitre d'un roman que Ramu n'a pas publié, qui s'appelle Posés les uns à côté des autres. Un texte qui se passe, d'ailleurs, vous aurez reconnu dans le texte du Père Anti à Puy, c'est vraiment les alentours de sa maison, on reconnaît tout à fait le cadre dans lequel on est ce matin. Dans Poser les uns à côté des autres, Ramu réfléchit sur l'incommunicabilité entre les hommes, sur le fait qu'il n'y a pas véritablement de possibilité de partage. C'est donc un pessimisme de plus en plus profond qui l'habite pendant ces dernières années. Et le Père Anti est un des personnages qui anime ce bout de village. Ramu ne publie pas ce roman, mais finalement il en extrait toutes les parties qui concernent ce personnage et en fait une nouvelle séparée. C'est d'ailleurs assez extraordinaire. Il y a peu d'auteurs qui peuvent, au fond, travailler à la fois sur un roman complet et puis en extraire des parties qui sont des nouvelles tout à fait autonomes qu'on peut lire en tant que telles. Donc, la relation du tout à la partie est assez particulière. Donc, le Père Anti est, comme on l'a entendu, un personnage qui est bloqué dans toute une partie de sa perception parce qu'il ne voit pas, il ne voit plus puisqu'il est opéré des yeux. Donc, en parallèle, on voit que le texte déclenche chez lui
tous les sens qui sont encore à sa disposition, notamment l'ouïe. Il y a une présence, comme on l'a dit, extrême de lui. On l'a entendu tout à l'heure quand il entend la radio. Il comprend pas ce que c'est. Il s'interroge sur ces voix qui viennent d'ailleurs. Alors sa fille lui dit oui, c'est le poste que mon mari a acheté, etc. Donc il y a toute une thématisation de cet accès par l'ouïe. Il y a les cloches, beaucoup qu'on entend, qui sont une espèce d'autres alphabets du quotidien. Et surtout, chez lui, le texte montre la montée de l'imagination et le retour en arrière. Une grande partie du texte qui concerne le père Anti, c'est des récits qu'il fait lui-même en remontant dans sa jeunesse, dans son village de montagne, qu'il restitue à sa fille. Donc il se réfugie dans un autre espace mental, vu qu'il ne voit plus. Il a une sorte de seconde vue rétrospective qui est mise en place dans le texte. Là, je veux juste vous lire encore un petit extrait de poser les uns à côté des autres. C'est la même chose en partie que ce qu'on retrouve dans le Père Anti. Prêtez attention à cette question du bruit et de l'écoute. Ramu vraiment enregistre la réalité auditive de façon tout à fait volontaire dans ce texte, en mettant en présence les deux personnages, du Père Anti et de sa fille. Cependant, Madame Emery avait ramené son père une fois de plus de l'asile. Ça n'allait pas. Les médecins parlaient de prolonger le traitement. On installait le père Anti sur la galerie. Emery arrivait, Emery disait « Eh bien, beau-père, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Lui levait une de ses mains qu'il tenait croisée sur le corbin de sa canne, puis la laissait retomber. « Ah, qu'est-ce que vous voulez à votre âge ? C'est sérieux les yeux, ça ne pardonne pas. » Il riait. Il y avait un grand bruit de moteur. C'étaient les canots sur le lac, des petits et des gros. Des bateaux à rames avec une motogodie qui est un appareil qui se visse à l'arrière. Ils avancent tout seuls, ils font un bruit comme quand on bat de la crème dans une jatte. D'autres plus gros et blonds, assez élevés au-dessus de l'eau. D'autres enfin tout plats, qui se redressent quand ils prennent de la vitesse, pareils à des chevaux cabrés, l'arrière disparu dans le trou qu'ils creusent et l'écume qu'ils font. « Oh, tu vois celui-là, père, il se tient debout, ce qui va vite !» Le plancher était secoué, les vitres tremblaient dans leurs croisillons, et le cheminement du bruit ne se faisait pas dans l'air seulement, il était souterrain aussi, venant par des chemins secrets déranger votre entendement jusqu'au fin fond de vous-même. Tu peux ôter ton bandeau à présent. Anti secouait la tête. C'est qu'il fuyait toujours plus loin de vous, il était retourné là-haut, dans son village. Et puis encore un dernier extrait sur la fin du roman. Anti était couché. Il entend qu'on heurte à sa porte. C'était sa fille. Elle lui a dit « Est-ce que vous êtes déjà au lit, père ? Ça ne fait rien, Jean, quand même. » C'est que la chambre où était Anti donnait sur la rue. Elle recommence « Il y a eu un malheur, alors j'aimerais savoir ce qui va arriver. » Se mettant à son tour derrière les contrevents qu'elle entr'ouvre, et Anti « Qu'est-ce que c'est ? » « Je sais pas, disait-elle. On entendait causer dans la rue. La chambre n'était que faiblement éclairée par une ampoule électrique fixée au plafond. Anti s'est levé, il a passé son pantalon, et puis il a mis ses lunettes noires. « Vous y voyez à présent, père, ou quoi ? » ?»« Moi, rien du tout, je continue à ne rien voir. Ah, misère !»« Ça ne fait rien, dit-elle. Venez vous mettre à côté de moi. » Elle a éteint l'électricité de manière à voir sans être vue. Alors l'éclairage de la rue avait pris toute sa force, où on voyait les groupes se former tandis que les fenêtres restaient sombres. Mais on devinait qu'elles ne devaient pas être inoccupées, et toutes ces fenêtres quand même regardaient. « Eh bien, disait Anti, il n'y a rien. »« Attendez, disait sa fille. »« Qu'est-ce qu'on attend, disait Anti. »« Ce qui va venir. »« Qu'est-ce qui va venir ? » ?»« On ne sait pas. »« Ah, dit-il, je vois une tache jaune. C'est le réverbère. Je vois du bleu avec quelque chose de blanc dessus. C'est l'enseigne du vitrier. Qu'est-ce qui bouge ? C'est le monde. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils attendent comme nous. Et elle, pour tromper le temps. Vous voyez bien que ça va mieux. Car voilà qu'il fait nuit, et même ceux qui ont bonne vue comme moi ont de la peine à s'y reconnaître. Elle disait encore, je prends votre billet, je vous mets dans le train, vous n'en bougez plus jusqu'à Sion. Vous reconnaîtrez bien la station, vous n'aurez qu'à descendre. C'est pour tromper le temps, parce qu'il dure tout de même. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment cette thématisation d'un accès partiel au monde, ce qu'on peut voir, ce qu'on ne voit pas. Et Ramu
réinvente en fait la façon de raconter en se mettant uniquement dans la position d'un personnage qui n'a qu'un accès restreint aux choses, plutôt que de pouvoir décrire entièrement ce qui évidemment comme auteur il pourrait maîtriser d'un bout à l'autre. Il prend le parti de passer toujours par ce filtre, si on peut l'appeler comme ça, qui est la restriction de l'accès au monde et aux choses par la restriction sensorielle. Et ça devient une systématique dans ces textes tardifs surtout, qui permet justement d'avoir une réflexion approfondie sur ce que c'est que d'avoir accès au monde, finalement ce que c'est que de vivre, dès le moment où on a une coupure dans la perception des choses. Donc ce texte a été repris dans les nouvelles, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ainsi que d'autres textes qui sont, comme celui-là, inspirés de cette mésaventure de 1943. Accident dont on a entendu un bout tout à l'heure, mais aussi des textes différents qui mettent en scène des personnages qui sont dans la difficulté de pouvoir surmonter une situation particulièrement déstabilisante du fait que ils ne peuvent pas réagir. Il y en a un, donc toujours dans ce recueil de nouvelles de 45, le recueil s'appelle Nouvelles, donc tout simplement. C'est un texte qui s'appelle Appel au secours. C'est un montagnard qui part à la chasse. Et voilà ce qui lui arrive tout d'un coup. C'est un exemple de ces questions que Ramu se pose subitement de l'impossibilité de réagir que l'on peut avoir physiquement dans certaines situations. Cependant, la paroi, donc c'est un personnage qui est seul dans la montagne. Cependant, la paroi, sans qu'il y ait pris garde, est devenue toujours plus raide et lisse. Il fourre le bouquet dans sa poche, et c'est à ce moment, car comme il se penchait en avant, la main tendue, la motte qui servait de point d'appui à son pied gauche, il sent la motte qui se détache, et le pied s'en va à sa suite. Il n'a eu que le temps de se détourner à demi, et de s'appliquer avec tout son corps contre le rocher. Par bonheur, sa semelle sous la motte rencontre la saillie du roc qui résiste, tandis qu'il s'affermit, ayant eu le souffle coupé comme un fil d'un coup de ciseau, et il y a un bruit de chute d'eau dans ses oreilles. Il se hasarde alors à regarder autour de lui. Il laisse aller ses yeux par où il vient de passer, il porte ses yeux en avant, il voit qu'il ne va plus pouvoir avancer, il constate également qu'il ne va pas pouvoir revenir en arrière. Personne où qu'il se tourne, et où qu'il se tourne, silence. Le même grand silence qui accompagne la chute d'une pierre qu'un de ses mouvements vient de détacher et qui a fait un saut arrondi en avant, puis a disparu pour toujours sans un bruit dans la profondeur. Partout, solitude et oubli de vous. Parce qu'alors aussi, Mudride couvre le village à 700 mètres au-dessous de lui, comme au fond de la mer, car l'épaisseur de l'air est comme de l'eau bleue. Il découvre l'espace et le soleil qui y décline, un soleil plein d'indifférence. Silence, il n'y a plus de temps, et le soleil descend par petites secousses. Est-ce qu'il s'occupe de vous? Et la longue vallée aussi dans son déroulement, avec la rivière au milieu qui se tortille comme un orvet entre ses berges. Ah mon Dieu, seul et séparé, comme on est seul à l'heure de naître, comme on est seul à l'heure de mourir. Il a considéré encore sans bouger ses mains inutiles, ses pieds qui ne lui servent plus à rien, et enfin les paroles se réveillent en lui, les paroles se mettent debout comme les morts dans leur tombeau. Mudri maintenant crie, Mudri appelle au secours. Voilà déjà une situation particulière, il va s'en sortir, je vous rassure. L'autre, je voulais revenir un peu sur cette nouvelle que vous avez entendue avant, Accident, donc, qui a une transposition transparente de l'accident que Ramu appelait ainsi, donc de son accident cérébral, mise en scène avec un personnage qui, contrairement à Ramu, lui va mourir. On a entendu tout à l'heure que le vieil Anselme, qui est un paysan de montagne, donc c'est pas du tout un bourgeois de Puy, va finalement succomber à des séquelles de son accident cardiovasculaire. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le texte autobiographique, on voit que Ramu a vraiment prêté au personnage
toutes les étapes et tous les sentiments qui ont été les siens. On en a entendu un petit bout tout à l'heure, j'en reprends d'autres extraits qui complètent un peu ce qui a été lu et qui vous montrent à quel point il y a vraiment un parallélisme, une inspiration forte de ce côté-là. On avait permis à Anselme de se lever, il allait s'asseoir dans un vieux fauteuil dépaillé qu'on avait poussé près de la fenêtre. Il avait les mains croisées sur le corbin de sa canne. Il regardait à travers les fenêtres, il neigeait. On voyait les flocons descendre lentement dans le gris vers nous. Vus à contre-jour, ils étaient noirs, on aurait dit de la cendre, comme dans un incendie. Et puis quand on abaissait les yeux, on s'apercevait qu'ils devenaient blancs en touchant le sol, où, un à un superposés, ils finissaient par faire une couche éclatante, laquelle vous envoyait d'en bas, un jour dur et méchant, rabattu par les nuées qui éclairaient seulement le plafond de la chambre, laissant dans l'ombre les coins et le plancher. Anselme fermait les yeux et puis il disait « Saleté ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est cette neige, tire-moi de là !» Thérèse déplaçait le fauteuil où il y a un pauvre vieil homme assis, sa canne entre les jambes, qui se passe de temps en temps la main sur la joue et recommence « Saleté, c'est cette barbe qui repousse !» Il avait bien essayé de se raser, ayant suspendu son petit miroir rond en encadrement de flair blanc au montant de la fenêtre. Et s'étant tenu là, s'efforçait de tondre la peau de son menton avec sa main malade. Il n'y avait pas réussi. Il n'avait point de force, la peau lui avait glissé sous les doigts, et il était parti à l'aventure avec sa lame parmi la mousse de savon et ses rides qu'il n'arrivait plus à planir, se faisant plus de coupures qu'il n'avait supprimé de barbe. Il s'était retrouvé assis dans son fauteuil. Il grognotait des choses sur sa moustache qui s'était allongée et pendait au coin de ses lèvres. Puis cherchait à deviner au bruit que faisait sa femme dans quel endroit de la maison elle devait être occupée. Alors il se levait lentement, difficilement, tandis qu'on entendait craquer ses articulations. Il se glissait avec le moins de bruit possible dans la cuisine, où il savait qu'elle lui avait caché son tabac dans le tiroir de la table de noyer, qui en occupait le milieu, revenait avec son tabac, bourrait vite sa pipe, l'allumait, d'où un grand silence. Et un petit bout plus loin. Pourtant, il marchait plus facilement. Il faisait le tour de la chambre avec sa canne. Il arrivait à faire bouger les doigts de sa main gauche. Il ne réussissait pas encore à siffler, mais il s'y appliquait. Il avait fini par faire rentrer le mois de décembre dans l'année, au lieu qu'avant, il n'arrivait pas à faire place aux 12 mois, novembre étant incompressible, ce qui lui causait une grande fatigue de tête, mais elle avait passé. Ça, c'est une allusion au fait que Ramu, quand il a eu son accident, il essaye de faire des exercices mnémotechniques pour essayer de se souvenir des choses. Donc, il fait la liste des mois, et à un moment, il est bloqué, il n'arrive pas à retrouver les mois en entier. Comme il se répète des poèmes qu'il a appris enfant, notamment un poème de Verlaine, puis il bute toujours après 2 ou 3 vers. Donc, ces exercices vont progressivement lui permettre de reprendre ou de surmonter l'accident. Et ici, le personnage d'Anselme fait au fond la même chose. Donc maintenant, il est arrivé à décembre. Il faisait des additions avec un crayon sur une page de carnet. Il notait d'une part ce qui lui était dû et d'autre part ce qu'il devait, faisant ensuite la soustraction et étant un peu rassuré et constatant qu'elle bouclait en sa faveur. Il réalisait un peu mieux ce qui lui était arrivé. Il grognait. « Cette femme, ne voulait-elle pas faire venir le curé ? Mais moi, je lui ai dit, je ne veux pas ça porte malheur, je ne veux pas mourir, je ne dois pas mourir. Qu'est-ce que tu deviendras avec tout le bien sur le dos et personne pour s'en charger que toi, et puis ce firmin qui ne vaut pas cher. Je sais bien pourquoi il est là, c'est qu'il croit qu'il va hériter, il se trompe bien, et toi, femme, tu t'es trompée. La preuve, il levait le bras, il faisait bouger les doigts de sa main, il allongeait la jambe, il se mettait debout, il marchait dans la chambre. Et allant jusqu'à la fenêtre, voilà le beau, pendant qu'il appliquait sa bouche contre les vitres par les interstices desquels l'air du dehors entrait, froid et vif, avec une bonne odeur de neige. La preuve, disait-il, c'est que le printemps va venir, c'est que je me tiens debout. Si j'avais seulement ma pipe, la salope, elle me l'a cachée. Et il se levait de nouveau pour aller chercher sa pipe, ne la trouvait pas et pas son tabac. Se mettait en colère, tapait avec sa canne, puis continuant à parler tout seul. « Va seulement ! La grande affaire est que je vais bientôt pouvoir me passer de toi. Je suis devenu grand, je puis me boutonner tout seul. Fais seulement tout ce que tu voudras pour m'embêter, ça ne durera plus bien longtemps. Quand tu arriveras le matin, tu me trouveras habillé, je te dirai. Tu voulais t'en aller? Eh bien, tu peux seulement t'en aller, ça y est, je n'ai plus besoin de personne.
et j'irai chercher mon tabac moi-même, j'irai boire un verre et même 2 si ça me convient. Voilà cette espèce de sursaut, c'est le sursaut de l'impuissance chez Anselme, qui est en fait très clairement ce que Ramus essaye de sentir ou de croire, tout en sachant que c'est une illusion. Et en fait, la prise de conscience des limitations de la perception sensorielle, des empêchements qui peuvent venir la troubler, est de plus en plus pressante chez Ramus pendant ses années de maturité. Elle nourrit, comme on l'a vu, de nouvelles formes expressives, mais elle est surtout à l'origine d'une accentuation de son pessimisme qui va devenir de plus en plus visible, notamment dans les pages de son journal. Et on voit ainsi que cette expérience physique, corporelle, vraiment d'abord d'un accident, somme toute banal, la fracture d'un bras, et ensuite plus grave avec l'accident cérébral vasculaire, a véritablement été un changement complet dans sa perception du monde et dans son idée même, dans l'idée qu'il se faisait des potentialités ou des possibilités de l'art ou de l'écriture. Je l'ai rappelé au début, pendant longtemps, Ramus a une idée positive de sa production littéraire, dans l'idée qu'elle était au fond l'expression de l'aspiration de toute une communauté à laquelle il pouvait en quelque sorte donner voix grâce à son intervention littéraire. À la fin de sa vie, il passe vraiment au constat, comme le dit le titre de ce roman, de poser les uns à côté des autres, c'est-à-dire une impression fataliste de la solitude des êtres, de l'impossibilité du partage et de la communication, qui est en fait aussi issue de cette expérience, de ces expériences physiques. C'est-à-dire que la coupure progressive de l'accès complet au monde a vraiment eu un effet très important sur sa psychologie en général et sur sa conception même du sens de son travail artistique. C'est pourquoi les dernières années de Ramus sont extrêmement tragiques en termes aussi bien textuels que véritablement biographiques. C'est un homme qui a eu l'impression, par ses empêchements, appelons-les ainsi, successifs, d'avoir fait fausse route pendant longtemps en ne voyant pas où étaient les problèmes majeurs de la condition humaine, tout en la mettant sur papier, mais de manière beaucoup plus abstraite, en parlant de la mort, de la fatalité, etc., mais sans la vivre directement dans sa chair, ce qu'il a pu, hélas pour lui, dans un sens, faire à partir de 1943. Et c'est en fait une coupure absolument centrale dans toute son œuvre qui, après coup, l'amène à relire l'ensemble de son parcours d'une autre façon. Et c'est pour ça que je pense que cet élément-là est en fait un élément qui a été souvent peu ou moins pris en considération, aussi bien par la critique que dans la réception générale de Ramus, qu'on a beaucoup plus lié à l'exaltation de la nature, enfin toutes ces choses liées, vous voyez, la Ramus de la montagne, le Ramus du lac, etc. Mais je pense que ce Ramus tragique qui ressort de ces perceptions-ci est celui qui nous donne le plus accès aux sentiments vraiment les plus profonds et aux angoisses centrales de cet homme. C'est peut-être ce contre quoi il a écrit toute sa vie, et en même temps, c'est ce qu'il a le plus obsédé et qu'il n'a pas réussi finalement à dépasser entièrement. Voilà, je m'arrête sur cette note pas très chantante. Et si vous avez des questions, merci.